Soyez bienvenus, merci pour votre fidélité. C'est international, vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, une émission que nous réalisons en liaison avec nos confrères du Monde, Christophe Ayat, et sur ce plateau. Demain, lundi 10 octobre, ce devrait être une journée qui devrait passer inaperçue. Pourtant, demain, comme chaque année, le 10 octobre sera la journée internationale pour l'abolition de la peine de mort, un combat qui peut sembler d'arrière-garde, presque dépassé. Pourtant, dans le monde, l'année dernière, en dehors même de la Chine, il faut savoir que 1634 personnes ont été exécutées. L'ONG Amnesty International est à la pointe de ce combat, c'est même l'un des thèmes de son ADN, en quelque sorte. Deux invités sur le plateau d'International aujourd'hui. Sylvie Brigot-Villain, vous êtes directrice générale d'Amnesty International France. À vos côtés, Anne Denis, porte-parole à Amnesty de cette commission pour l'abolition de la peine de mort. Je disais que c'est un combat qui peut sembler d'arrière-garde, car notamment en Europe, eh bien, il y a abolition, on peut penser définitive de la peine de mort. Il faut se rappeler que jour pour jour, la France a aboli la peine de mort il y a tout juste 35 ans. On se souvient du discours de Robert Badinter. Avant de vous poser ces questions, je voudrais qu'on revienne sur une courte vidéo que nous avons empruntée à Amnesty International et qui fait une sorte d'état des lieux des pays qui exécutent. Rien ne justifie la cruauté de la peine de mort. Son abolition est impérative et aucune exception n'est envisageable. Comme tout droit, le droit à la vie est indivisible, c'est tout ou rien. Plus de 60 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la tendance mondiale en faveur de l'abolition de la peine de mort est indubitable. Les consciences s'éveillent. Les décisions politiques allant dans le sens de l'abolition sont de plus en plus nombreuses. Plus de 2/3 des pays dans le monde l'ont quand même compris et ont aboli dans leur législation ou en pratique la peine de mort. Mais il reste encore des pays qui la pratiquent, et pas des moindres. 95% des exécutions dans le monde se déroulent dans 5 États, qui sont l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, l'Iran et le Pakistan. Et ça ne vous aura pas échappé que certains sont à toute l'étape des grandes décisions pour l'avenir du monde. Rassurant, hein? Le champion, c'est la Chine. Il y avait même des témoignages de journalistes, d'hommes politiques et dissidents chinois qui dénonçaient la multiplication des prélèvements d'organes sur les condamnés à mort. Les exécutions auraient eu lieu en fonction de la demande d'organes. En Iran, la peine de mort est appliquée dans les cas d'homicide, de vol à main armée, de viol, de blasphème, d'apostasie, de conspiration contre le gouvernement, d'adultère, de prostitution, d'homosexualité et des délits liés à la drogue. Et il s'avère que de nombreuses personnes exécutées pour les délits communs, et notamment pour les délits liés à la drogue, sont en réalité des opposants politiques. Tiens. Le Japon est, avec les États-Unis, l'Inde et Taïwan, l'un des seuls pays démocratiques à pratiquer la peine de mort. Celle-ci est prévue dans la loi de procédure pénale et dans le code pénal pour 13 délits, mais en pratique, elle est appliquée seulement pour l'homicide. Actuellement, aux États-Unis, plus de 3000 personnes se trouvent dans le quartier des condamnés à mort. Si de nombreux acteurs politiques et législateurs des États-Unis ont remis en cause la peine capitale, le gouvernement fédéral s'accroche fermement à sa position anti-abolitionniste. Dans le monde, il ne faut pas perdre de vue que le plus souvent, la sentence de la peine de mort ne se décide pas uniquement en fonction de la nature d'un crime. L'origine sociale et ethnique, les moyens financiers ou l'opinion politique de l'accusé font dangereusement pencher la balance. C'est donc ça la justice ? Sylvie Brigot-Villain et Anne Denis, on vient de voir donc cet état des lieux, en quelque sorte 5 pays qui exécutent, qui réalisent 95% des exécutions. Est-ce qu'il y a un sens de l'histoire? Est-ce que année après année, ce combat que mène Amnesty peut se gagner, ou est-ce que, par exemple, certains pays, au contraire, remettent en cause ce choix-là? Alors clairement, il y a un sens de l'histoire et il est abolitionniste. Hein. Vous avez dit vous-même, 35 ans, donc l'abolition. Nous étions en France le 35e pays à abolir la peine de mort. Aujourd'hui, donc 103 pays ont dans leur droit national pris cette décision. 140 pays qui ont à la fois dans leur droit national et aussi en pratique, dans les faits, oui. Dans les faits qui n'exécutent plus. Donc on a une tendance lourde vers l'abolition, clairement. Et cette tendance lourde, elle est par le fait de prise de décision courageuse de ces États, poussée par la société civile aussi, dont évidemment Amnesty International, mais pas que. Maintenant, il y a une régression, n'est peut-être pas vraiment le mot, mais il y a une tendance, notamment dans ce contexte de lutte antiterroriste dans lequel nous sommes, à réutiliser pour des faits de manière abusive, en fait, la peine de mort pour aussi condamner sur des crimes qui n'étaient pas des crimes de sang, qui étaient les pires crimes. Vous observez quels sont les pays qui recommencent à exécuter là où ils avaient arrêté? On a exemple le Tchad.
l'année dernière, exécuté 10 personnes pour des faits de terrorisme. Cette exécution a eu lieu après un moratoire de 12 ans, c'est-à-dire 12 ans pendant lequel ils n'ont pas exécuté. L'année dernière, ils ont jugé 10 personnes présumées être de Boko Haram et la sentence est tombée au bout de quelques heures et le lendemain, ils ont été exécutés. Le procès s'est déroulé à huis clos et c'est un tribunal militaire qui les a jugés. Donc pour vous, c'est quoi? C'est une sorte de justice-vengeance? Oui, c'est clairement pas de la justice, parce que lorsqu'on juge avec des commissions militaires dans le secret, à porte fermée... sans possibilité d'appel. Sans possibilité d'appel, c'est clairement, ce n'est pas de la justice. Donc c'est effectivement une réponse de l'État à quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrer autrement. Enfin, justement, est-ce que ce contexte de terrorisme dans le monde ne modifie pas la donne, c'est-à-dire le choix face à des crimes de masse, sous la pression peut-être des opinions publiques différentes, de réintroduire la perspective de la peine de mort? Ce n'est pas du tout la solution. J'ai pas dit que ça l'était, mais est-ce que des gouvernants ou est-ce que l'opinion publique ne demande pas ce genre de choses? Oui, bien sûr. En général, les gouvernements prennent cette position pour répondre à leur opinion publique, pour leur montrer, voilà, vous voyez, on fait quelque chose, on lutte pour ces malfaiteurs qui sont en train d'attaquer la population civile, etc., et faire des choses atroces. Donc voilà comme on est fort. Bien entendu, ça n'a aucun sens puisqu'ils vont peut-être exécuter 3, 4, 5 terroristes. On a l'exemple de l'Irak. Depuis qu'ils ont réintroduit la peine de mort et particulièrement exécuté pour des faits de terrorisme, les attentats n'ont cessé de croître. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas la solution. Mais effectivement, il y a cette pression de l'opinion publique et le fait de recourir à la peine de mort dénonce aussi une incapacité au pays quel qu'il soit, et il y a de nombreuses situations différentes, d'apporter une vraie solution à travers un système judiciaire qui fonctionne. À ce qu'ils sont censés combattre à travers l'établissement de la peine de mort et à établir une sécurité qui permettrait de répondre précisément à ces attentes de l'opinion publique ou des militaires. Vous parliez tout à l'heure des pays qui ont rétabli la peine de mort, le cas du Pakistan par exemple, et aussi un autre cas important. Après 6 ans de moratoire, le Pakistan a rétabli la peine de mort après l'attaque de l'école de Peshawar. Donc ça c'est vraiment très très important, et du centre militaire, et donc ça c'est très important aussi de voir que c'est une façon fausse d'apporter une réponse faussement sécuritaire à un problème qui demeure. On vient de voir parmi les pays qui exécutent le plus massivement, il y a les États-Unis. Élection dans un mois tout juste. Est-ce qu'il y a une différence de programme entre les républicains et démocrates, entre Trump et Hillary Clinton? Alors, pour les partis, oui, il y a une différence de programme. Les républicains sont pour le maintien de la peine de mort. Les démocrates, sur leur plateforme, eux, sont pour l'abolition. Enfin, ils sont sur le chemin de l'abolition. Pour les candidats, Trump est naturellement tout à fait ouvertement pour la peine de mort. Hillary Clinton est plus mesurée, si je peux dire. Elle réserve cette peine pour les cas des crimes les plus monstrueux, sans définir quels sont les cas les plus monstrueux. Voilà. Mais aux États-Unis, vous avez, pour la première fois, je crois, plus que 50% de l'opinion qui est pour l'abolition. Comment traduire ça en pression sur le gouvernement fédéral? Comment ça va se passer aux États-Unis? Est-ce que ça va se passer comme pour le mariage homosexuel, où État après État, on va autoriser, et dans le cas de la peine de mort, abolir, et puis un jour la Cour suprême va finir par dire, il y a une majorité, d'une certaine manière, elle entérine. Ou est-ce que vous pensez que ça dépend d'une décision de l'exécutif, d'un projet de loi au Congrès présenté par l'exécutif à Washington? Non, clairement, on a vu une progression des États abolitionnistes, des États fédérés abolitionnistes. Ils sont maintenant donc 20. 20 à encore exécuté. Non, 20 à avoir aboli. Aboli. D'accord. Bon, il y a le cas du Nebraska qui va revenir en novembre, puisqu'ils ont aboli l'année dernière, mais c'était contre la volonté du gouverneur, et donc le gouverneur a opposé son veto qui n'a pas été suivi par le Parlement.
Mais il a organisé sur ses deniers personnels, paraît-il, un référendum dans la population, et ce référendum a majoritairement dit vouloir réintroduire la peine de mort. Et donc, en novembre, il va y avoir un référendum. Mais le Delaware, par exemple, a déclaré, là, en 2016, que ce n'était plus conforme à la constitution de l'État. Donc, il y a un vrai progrès sur... Est-ce qu'on peut être élu aux États-Unis en étant abolitionniste? Non. Non, je pense pas. Enfin, à l'heure actuelle, non. C'est clairement... C'est la raison de la discrétion relative des démocrates sur cette question. Oui, tout à fait. Mais quand on est Amnesty International, Sylvie Brigot-Villain, comment est-ce qu'on mène campagne aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, Amnesty fait à la fois en documentant ce qui se passe aux États-Unis, et là, peut-être Anne pourra parler aussi de tout le travail de documentation et de pression et d'accompagnement, notamment des prisonniers à Guantanamo. Peut-être tu pourras dire un mot là-dessus. Et on fait pression à travers aussi notre section locale et les groupes locaux au niveau local et au niveau des... Mais je veux dire, quel discours on tient pour être audible dans un pays qui n'est pas très abolitionniste encore? On en revient toujours à la même chose. C'est la vision de la société que l'on veut. Alors, à la fois, c'est la vision de la société que l'on veut promouvoir. Et puis, par exemple, à travers un certain nombre de rapports et de documents que l'on publie, on donne la parole aussi aux victimes. Par exemple, dans le dernier document qu'on publie là, à l'occasion de la 14e journée pour l'abolition, on donne la parole à des victimes du marathon de Boston. Et ces victimes du marathon de Boston, enfin ces survivants du marathon de Boston, notamment un couple qui a perdu 2 enfants, clairement aussi expriment qu'ils ne veulent pas de la peine de mort, expriment qu'en tant que victime américaine, ils considèrent qu'il faut casser avec le cycle de la violence. Et donc c'est aussi une autre vision de la société américaine à laquelle on essaye de donner voix. Alors évidemment, c'est un travail de fourmi, mais c'est aussi de cette façon-là que progressivement l'idée est de changer les mentalités. Mais ce n'est pas du tout une question actuellement transverse de la campagne américaine. Dans les discours des candidats, on n'entend pas parler de cette question. Non, absolument pas. Ça semble assez secondaire. Mais c'est aussi, je pense, encore une fois, c'est aussi de remettre l'humain et de travailler sur quelle vision de la société, qu'est-ce que la peine de mort signifie, qu'est-ce qu'elle signifie aussi pour les victimes des personnes qui sont condamnées. Trop souvent, on parle en leur nom et trop souvent, on dit c'est uniquement la peine de mort qui va permettre de réparer la souffrance qu'elles ont. Et en fait, c'est faux. Et donc, c'est aussi, enfin, c'est faux, pas systématiquement pour tout le monde, mais donc c'est important d'ouvrir un vrai débat avec des vrais arguments sur la question, tout comme ça a été fait ici en France. C'est intéressant, je vais juste ajouter que, par exemple, l'Église catholique américaine s'est prononcée de manière tout à fait claire contre la peine de mort. Et donc ça, c'était un vrai progrès il y a quelques années. Une voie autorisée. Christophe Ayad. Anne Denis, dans votre communication, vous parlez de 5 pays qui regroupe l'essentiel des 95% des exécutions. 95% des exécutions, la Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Pakistan. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques plus précises sur le rapport population-exécution? Parce que parmi ces 5 pays, lesquels exécutent le plus par rapport à leur population? Parce qu'évidemment, quand vous avez 1,5 milliard d'habitants et quand vous en avez 22 millions, c'est pas tout à fait pareil. C'est clairement l'Iran. D'accord. L'Iran est le plus grand pays exécuteur actuellement, puisque l'année dernière, nous avons relevé 977 exécutions au moins. 400 avaient été annoncés officiellement ou semi-officiellement par les autorités, et nous savons de sources fiables qu'il y en a eu au moins 577 de plus. Donc on suppose même que ça dépasse le millier. Et ramené à la population de l'Iran, c'est clair que l'Iran est le premier exécuteur. Et que fait Amnesty, que peut faire Amnesty dans ces pays qui n'ont pas les codes démocratiques habituels? On peut penser à la Chine, on peut penser en effet à l'Iran. Est-ce que vous êtes audible? Est-ce qu'il y a une section qui peut faire pression, qui est dans les médias, qui peut faire le type de travail que nous faisons aujourd'hui? Alors, il n'y a pas de section en Iran, mais nous travaillons surtout sur des actions urgentes. C'est-à-dire que quand des condamnés à mort sont au risque imminent d'exécution, le secrétariat international à Londres lance ce qu'on appelle des actions urgentes partout dans les différentes sections. Et on écrit en masse aux autorités iraniennes. Et on envoie toujours des copies aux ambassades, partout.
Donc, et il y a des actions, je veux dire, ça sert à quelque chose. Et ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose parce qu'on a un exemple avec un jeune Kurde qui a été condamné à mort qui s'appelle Saman Nassem. On a pensé que pendant quelques mois, il avait été exécuté, on n'avait plus de nouvelles. Beaucoup ont d'ailleurs annoncé son exécution. Or, Amnesty n'a rien dit parce qu'on pensait qu'il avait été mis en détention secrète. Et effectivement, on lui a accordé un nouveau jugement. Donc, vous voyez, ça, c'est la pression de l'opinion. Alors, vous citiez l'Iran comme premier pays, mais alors pourquoi on parle beaucoup plus de l'Arabie Saoudite ? Alors, l'Arabie Saoudite, l'année dernière, a été en progression de 75% d'exécutions. Il y a eu au moins 158 exécutions en Arabie Saoudite. Et clairement, l'Arabie Saoudite, là, utilise aussi la peine de mort pour se défaire de ses opposants politiques. Le 2 janvier de cette année, 47 personnes ont été décapitées en Arabie Saoudite, dont 4 chiites, et dont dans ces personnages chiites, il y avait le cheikh Nimr al-Nimr, qui était un opposant qui ne s'est jamais opposé au gouvernement saoudien par la violence. Il a toujours exprimé son opinion dans ses prêches. Donc on sait que c'est un moyen facile, si vous voulez, pour certains gouvernements de se servir de la peine de mort pour éliminer. Et alors, avec les histoires de terrorisme, c'est très, très facile. On dit simplement, vous manifestez. Le neveu de Nimr al-Nimr a manifesté, effectivement, au moment du printemps arabe. Et il est accusé d'actes de terrorisme. Il est condamné à mort. Et donc, nous avons réussi quand même à suspendre son exécution pour l'instant. Mais de manière plus globale, au niveau d'Amnesty, je pense qu'effectivement, au niveau national, il y a certaines limites dans l'action que l'on peut faire et simplement pour avoir accès au gouvernement. Mais évidemment, là, c'est dans la protection des personnes. Et au niveau international, ce qui est important aussi, c'est justement, à travers cette campagne pour l'abolition universelle et entière de la peine de mort, c'est de rappeler justement quelle vision du monde on veut promouvoir et aussi documenter et dénoncer les pratiques et les discours des États qui remettent la peine de mort et qui continuent à appliquer la peine de mort. Quand Erdogan, par exemple, en Turquie, après le coup d'État raté, enfin pour ce qu'on en sait, évoque le retour de la peine de mort, c'est au fond un message subliminal à son opinion publique, ou est-ce que c'est vraiment envisageable ? Non, c'est une posture. Hein. C'est une posture et c'est inenvisageable parce que ce serait il bloquerait en fait, il violerait le droit international et les conventions que la Turquie a elle-même signées. Donc c'est vraiment une posture par rapport à l'opinion publique et qui n'a pas été très très loin d'ailleurs après dans les discours après le coup. Oui, alors, on sait que la Turquie a effectivement renoncé, mais si on regarde des pays plus près, comme la Hongrie, qui parlent éventuellement qui trouvent que, disons, que l'abolition de la peine de mort ne doit pas faire partie du socle des valeurs communes à l'Union européenne. C'est un peu tard maintenant. Alors imaginons que la Hongrie réinstaure la peine de mort. Est-ce qu'elle est automatiquement exclue ? Ah ben oui, c'est clair. Ou est-ce qu'elle fait éclater l'Union européenne ? Mais c'est pas simplement l'Union européenne, c'est ça qui est important. C'est que tous ces pays, ils ont ratifié les protocoles du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire le protocole numéro 6 qui a trait au crime de droit commun et le numéro 13 qui est l'abolition pour tous les crimes. Le Conseil de l'Europe, ce n'est pas que l'Union européenne. Donc, vous avez la Russie. La Russie est au Conseil de l'Europe. Et la Russie est sous moratoire. Elle n'a pas aboli dans son code pénal la peine de mort. Mais elle ne l'applique pas. Mais elle ne l'applique pas parce qu'elle est au Conseil de l'Europe. Et donc, ces pays-là devraient sortir du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils devraient sortir, en fait, de la communauté internationale d'une certaine manière. Donc à chaque fois, ce sont des signes, des petites musiques pour les opinions publiques. Je pense il n'y a rien de sérieux, rien d'envisageable. Ce sont des postures populistes et en même temps, c'est aussi important pour les autres membres, en l'occurrence de l'Union européenne par exemple, ou de la communauté internationale dans son ensemble, précisément d'interpeller ces pays qui prennent ces postures. Alors, je vous propose sur les antennes de RFI et sur celles au pluriel de TV5 Monde de faire un point de l'actualité. On se retrouve dans 2 minutes exactement, à l'occasion demain de la journée internationale pour l'abolition de la peine de mort. Nous recevons Amnesty International.
International, vous êtes sur RFI, sur TV5 Monde, émission réalisée en collaboration avec le quotidien Le Monde International. Et aujourd'hui, nous parlons à la veille de la journée pour l'abolition de la peine de mort. Nous faisons l'état des lieux de l'avancée de ce débat. Nous venons de parler des pays qui exécutent beaucoup. Un anniversaire. Aujourd'hui même, il y a 35 ans que la France a aboli, dans un discours célèbre de Robert Badinter, la peine de mort. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce qu'on sait qu'à l'époque où François Mitterrand lance ce chantier, les opinions publiques françaises sont favorables à la peine de mort? Est-ce que ça a changé en 35 ans? Oui, ça a changé. Il y a eu d'abord une diminution énorme de gens favorables à la peine de mort. Là, ces derniers temps, on voit une petite résurgence de gens qui voudraient effectivement le rétablissement d'abolition. Alors, en dehors du fait que, bon, ça c'est tout à fait problématique vis-à-vis du droit international, mais c'est quand même une réaction en général, si vous voulez, personnelle de gens qui réagissent à des actes particulièrement odieux. C'est la première réaction. Et il faut vraiment faire la différence entre la réaction pratiquement normale, enfin humaine, si on veut dire, face à un acte odieux, dans un premier temps, et puis la réaction d'un État de droit. Oui, mais justement, vous dites que c'est des réactions personnelles, individuelles. Est-ce que vous ne trouvez pas que le débat sur l'état de droit en un an, dans la foulée des actes de terrorisme qui ont eu lieu en France, s'est dégradé au point qu'aujourd'hui, des candidats à la présidence de la République proposent d'incarcérer tous les fichiers S, par exemple, préventivement, oui. 2000 à 8000 personnes, sans aucun processus judiciaire, au mépris de toute procédure judiciaire contradictoire. Mais c'est bien une des raisons pour lesquelles Amnesty International en France a pris la parole sur ces questions et rappelle justement les obligations, déjà l'environnement dans lequel on est, la primauté du droit et des engagements et nationaux et de la France vis-à-vis de nationaux et vis-à-vis du droit international. Le fait de savoir s'il s'est dégradé, sans doute, mais il y a un certain nombre de voix, fort heureusement, issues de la société civile, mais pas que, des parlementaires et autres, et des chercheurs, qui sont là pour rappeler justement ce droit. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Amnesty continue et continuera à être engagée sur l'abolition en France également, pour justement rappeler ces critères et rappeler que la peine de mort a été interdite et qu'il y a une autre façon de la justice pour apporter réponse aussi, y compris dans le cadre d'attaques les plus odieuses ou de crimes de sang les plus odieuses, qui correspond précisément à celle que Robert Badinter a réussi à faire vaincre il y a 35 ans, et qu'on doit s'attacher à cette vision de la justice qui n'est pas la vengeance. On vient de voir dans les flashs d'information de TV5 et d'entendre à RFI ce qui se passe actuellement à Alep, donc en Syrie. Les chiffres évidemment sont approximatifs, autour de 300 000 morts depuis le début du conflit. Nous parlons de la peine de mort en rappelant ce chiffre qui est à la fois terrible et relatif. 1634 exécutions en dehors de la Chine l'année dernière. Est-ce que ça reste un combat important ou un thème symbolique, l'abolition de la peine de mort? Non, c'est un combat fondamental parce que tout est connecté, encore une fois. C'est une vision du monde et c'est une vision des sociétés que nous voulons défendre, et qu'à travers l'abolition de la peine de mort, à travers l'état de droit, à travers le fait des engagements des États et de la volonté politique à respecter et à faire émerger. Est-ce qu'on veut être dans un État où effectivement il n'y a pas de justice mais que de la vengeance, ou est-ce qu'on veut appliquer le droit international humanitaire comme ce serait le cas pour la Syrie et pour Alep, pour protéger les populations civiles, ou est-ce qu'on va laisser ces massacres continuer indéfiniment? Donc je pense que c'est une vraie vision de la société et du monde dans lequel on est, un attachement au multilatéralisme aussi, et une interpellation des États par rapport à leur volonté politique. Et je pense qu'on est là vraiment au cœur de ce qui est nos problèmes aujourd'hui en tant que citoyens du monde, on va dire, peut-être, d'interpeller les États sur l'application des engagements qu'ils ont pris à tous les niveaux. Christophe Ayat. Alors Sylvie Brigot-Villain, Amnesty lance une campagne sur l'abolition de la peine de mort cette semaine, mais aussi il y a quelques jours une campagne sur la question des réfugiés. Amnesty International s'est beaucoup engagé. Qu'est-ce que une ONG de défense des droits de l'homme peut apporter sur cette question des réfugiés qui est en train de devenir le thème majeur, un thème majeur
des campagnes électorales en Europe et même aux États-Unis. En Allemagne, en France, on voit. Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, Amnesty a lancé donc cette campagne en 1977 pour l'abolition de la peine de mort et ça fait partie de l'ADN de l'organisation. Mais tout est lié. Elle a étendu son mandat il y a plusieurs années maintenant, notamment à la protection des personnes et en situation de conflit. Donc on en est là, la protection des personnes et le respect du droit et le respect des droits humains, évidemment. Et donc en l'occurrence par rapport aux réfugiés, c'est précisément ça. La dignité, le droit à la vie, le droit à la protection. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons sur la problématique de la crise de l'accueil des réfugiés. Et je le dis bien, il n'y a pas de crise de réfugiés. La crise, elle est sur l'accueil. La crise, elle est au niveau de l'accueil des réfugiés. Le fait qu'il y ait 21,3 millions de réfugiés dans le monde, évidemment, c'est une crise. Mais en même temps, ça correspond à 0,3% de la population mondiale. Je crois peut-être que mes chiffres sont... Mais je veux dire, on a les moyens sur cette planète de pouvoir apporter une réponse politique, économique et de protection de ces populations. Non seulement on en a les moyens, mais les États en ont l'obligation à travers le droit international. Donc c'est la raison de l'engagement d'Amnesty sur la question des réfugiés. Qu'est-ce que l'on fait ? On travaille justement à rappeler le droit international, à rappeler les obligations. En France, donc Amnesty, comme vous le savez, un mouvement militant, donc un certain nombre de nos groupes locaux aussi, y compris à Paris. Vous êtes présent dans 72 pays, je le rappelle. Alors, on est présent dans 72 pays, effectivement, et on a un maillage aussi territorial avec plus de 300 groupes locaux qui sont en contact avec ces personnes, donc ils aident parfois même très directement, notamment dans leur demande d'asile, en association avec d'autres organisations. Mais c'est aussi rappeler à nos autorités leurs obligations en la matière. Mais là encore, les opinions publiques, on le voit bien dans les enquêtes d'opinion, sont plutôt défavorables à l'accueil des réfugiés. Alors, après, les opinions publiques, les enquêtes, on peut aussi dire parfois des choses de tout et son contraire. Effectivement, dans certaines enquêtes, elles sont défavorables, dans d'autres, elles sont favorables. Je crois que l'important, c'est surtout de savoir quelle information on diffuse et on dissémine à propos des réfugiés. Et c'est aussi là où Amnesty, notamment dans le rapport que nous avons sorti cette semaine, essaye de contribuer de façon positive avec des chiffres, des faits, des situations. Est-ce qu'il est normal que 10 pays dans le monde accueillent 56% des réfugiés, 10 pays les plus pauvres, qui représentent moins de 2,5% du PIB mondial, accueillent 56% des réfugiés. Quels sont ces pays ? Par exemple, les pays aussi limitrophes, les Liban, au Kenya, on parlait, il y a le plus grand camp de réfugiés au monde, avec 350 000 personnes, essentiellement somaliennes, mais pas que, qui sont là depuis des dizaines d'années. Vous avez le Liban, qui accueille un quart de la population libanaise et réfugiés. Plus d'1 million de personnes. La Jordanie, par exemple, même la Turquie, 2,5 millions. Donc, aujourd'hui, les pays européens, par exemple, accueillis on est 500 millions de personnes en Union européenne, on a accueilli 1 million de réfugiés en tout. Vous prenez la balance, 500 millions de réfugiés, 500 millions de personnes et 1 million de réfugiés. Donc je pense qu'il y a tout un vrai discours et un vrai devoir de pédagogie et d'éducation de la part des autorités qui prennent la parole sur ce sujet, qui sont élus, locaux, nationaux, de façon à arrêter avec la démagogie et apporter des solutions. Il y a plein de belles histoires d'intégration et de décisions courageuses qui sont aussi prises par les élus. Et donc c'est ça aussi qu'il faut promouvoir. La France, par exemple, elle accueille combien de réfugiés par an ? Alors, depuis 2011, alors que je ne vous dise pas de bêtises, depuis 2011, je crois qu'on a accueilli 11 000 réfugiés. Et voilà, donc c'est très peu par rapport à l'ensemble de la population. Par an, ou 11 000 non, depuis 2011, 11 000 réfugiés syriens depuis 2011. Donc c'est très très peu. Alors évidemment, vous avez des poches, on parle de la jungle de Calais qui est en train d'être démantelée avec donc la relocalisation et la réinstallation des réfugiés à travers tout le territoire. C'est ce qui provoque aujourd'hui ces débats. Mais je veux dire, le nombre est infime par rapport à l'ensemble du problème et même ce qu'ont pu faire par exemple nos voisins allemands. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des questions à aborder, des problèmes à aborder au niveau très local, mais je pense qu'il y a nous pensons à Amnesty qu'il y a des solutions et ce sont ces solutions-là que nous... Sauf qu'à chaque fois qu'il y a des élections, et je pense à l'Allemagne, il y a un rejet, presque une condamnation et une montée de cet interro aussi pour faire monter les mouvements populistes.
Alors, je ne pense pas que ce soit à chaque fois. Effectivement, on donne en tout cas, aussi... depuis les dernières élections en Allemagne, c'est ce qui se passe. Mais c'est là où, précisément, je pense qu'il y a un vrai devoir d'information et de relais de l'information, notamment, et de ce qui est mis en avant, à la fois par les politiques, mais aussi par les médias et aussi par les organisations de la société civile sur ces questions. Et si on ne met en avant que les choses qui sont négatives, évidemment, l'approche de l'opinion publique est biaisée aussi. Donc, c'est vraiment là tout le sens de l'engagement d'Amnesty aussi, à travers cette documentation et cette circulation de ce qui fonctionne et de ce qu'est la réalité de la crise de l'accueil. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour sinon régler, du moins essayer de gérer cet afflux, oui. Disons, oui. Puisque vous dites c'est arrivé. C'est arrivé, oui. Oui, et puis cette situation au niveau international. Alors nous promposons des solutions très concrètes et nous avons interpellé les gouvernements, notamment en amont des sommets aux Nations Unies en septembre, sur l'engagement de responsabilité d'accueillir en fait 10% de l'ensemble des réfugiés par an sur la base en fait de critères pertinents qui seraient liés au niveau économique, au PIB, au taux de chômage, à la richesse, si vous voulez, de ces États. Aujourd'hui, il est anormal que les pays les plus pauvres, que certains pays qui sont les plus pauvres portent tout le poids financier, économique et politique, alors que les pays riches se désengagent. Et on l'a bien vu en septembre, ils se désengagent. Et vous tirez un bilan, quel bilan de l'Assemblée générale de l'ONU, qui était justement consacrée à la question des réfugiés en priorité? Extrêmement déçu, extrêmement déçu. On a dénoncé le fait que les États, notamment les plus riches, n'ont absolument pas, se sont détournés des réfugiés, ils n'ont pris aucun engagement concret pour apporter une réponse qui est une vraie réponse à la crise de l'accueil des réfugiés. Précisément, un probable nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est en charge de la question des réfugiés. Vous attendez autre chose et de l'ONU et du successeur de Ban Ki-moon? Alors, on est heureux de voir qu'avec son expérience au HCR, on espère qu'il mettra tout son leadership politique pour arriver à faire justement transformer cette situation-là. On attend également de continuer la tendance qui a été celle dans le cadre de choix justement du secrétaire général de transparence, d'inclusion de la société civile et d'inclusion aussi, notamment des questions, alors par exemple des questions de genre dans l'Assemblée, au niveau des problématiques des Nations Unies, de réfugiés, d'enfants soldats, et de trouver aussi une solution aux crises les plus difficiles dans lequel ce monde est. Et également, je pense que c'est un point important, de retravailler à rétablir ou à renforcer la légitimité des Nations Unies. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Quel bilan vous tirez de son action au commissariat aux réfugiés, Guterres ? On n'est pas suffisamment à travailler sur les réfugiés au niveau vraiment humanitaire et la crise de l'accueil pour pouvoir commenter de manière intéressante sur la question. Mais il y a beaucoup, ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à la nomination de M. Guterres, par rapport précisément à ces questions de réfugiés. Mais c'était globalement beaucoup d'espoir de la part de toutes les personnes qui ont travaillé sur ces questions. La crédibilité des Nations Unies, là on a vu ce week-end... Oui. Deux résolutions sur la Syrie totalement contradictoires, aucune ne droit passe. De veto, rien ne passe. Voilà, et en fait, est-ce que la Syrie, c'est un peu la fin des Nations Unies, que ça soit sur les questions de maintien de la paix, que ça soit sur les questions d'accès humanitaire, de distribution de l'aide, tout a été... On bombarde des hôpitaux. Tout est un échec pour les Nations Unies. On s'aperçoit que même Assad profite, semble-t-il, du système d'attribution de marché par les Nations Unies pour alimenter des sociétés qui lui appartiennent indirectement. Alors, je pense qu'un monde sans Nations Unies serait pire qu'un monde avec les Nations Unies, même dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est très clair et c'est un vrai engagement d'Amnesty de continuer à travailler à l'amélioration et notamment à ces questions de réforme. Je pense que ce qui est fondamental aussi, c'est que les Nations Unies, effectivement, ne se fassent pas instrumentaliser. Et vous venez de le dire avec l'Arabie Saoudite. On avait aussi dénoncé ça dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Il faut rétablir une vraie autonomie des Nations Unies par rapport aux États membres. Après, les Nations Unies sont ce que les États membres en font. Et donc, c'est aussi, et probablement prioritairement, majoritairement, la responsabilité des États membres d'assurer en fait le bon fonctionnement des règles des Nations Unies elles-mêmes, et notamment de ceux du Conseil de sécurité. Alors vous êtes vous-même, Amnesty International, au moins une fois, presque 2 fois, prix Nobel de la paix.
un prix qui vous a donné une forte visibilité, puisque son créateur l'a obtenu. Puis en 1977, c'est l'ONG qui a été couronnée. Qu'avez-vous pensé du prix remis à José Manuel Santos, le président de la Colombie, à propos de l'accord En Marche avec les FARC? Est-ce que c'est devenu un prix politique? On avait parlé des Casques Blancs, qui sont une autre ONG sur le terrain en Syrie. Déception? Ni déception, ni particulière. Je pense que l'attribution du prix Nobel de la paix à la Colombie et au président colombien est un vrai appel à ce que la paix enfin soit signée en Colombie. Et donc c'est vraiment un appel à toutes les forces en Colombie de faire aboutir ce processus tentaculaire de façon à mettre fin à ces années qui ont été qui sont encore même des années noires pour la population colombienne, avec ces milliers, voire millions de personnes disparues, de victimes. Et c'est dans ce sens-là, je pense, que c'est un appel à la responsabilité de l'ensemble des partis en Colombie de faire aboutir ce processus. Ça change quoi d'avoir le Nobel? Ça change quoi pour une ONG telle que la vôtre? Alors, je pense que c'est une reconnaissance, évidemment, des sujets sur lesquels nous travaillons. Mais vous êtes davantage écouté par des dirigeants? Vous avez été davantage pris en compte? Alors Amnesty était une grande force avant même d'avoir le prix Nobel, mais je pense que dans le cas d'Amnesty en 1977, c'est une reconnaissance du travail fait sur la torture. Et en ce sens-là, oui, c'est fondamental. C'est aussi, dans les pays où les situations sont les plus compliquées pour les défenseurs des droits humains, une protection que l'on peut faire valoir au niveau international et qui n'est pas moindre. Donc c'est ce qui peut changer. Est-ce que dans ce cas, le comité Nobel n'aurait pas été un peu plus inspiré de le donner aux Casques Blancs qui œuvrent à Alep sous les bombes quotidiennement en ce moment? Je pense que il y a des tas de gens dans le monde des tas d'organisations qui devraient et pourraient avoir le prix Nobel de la paix. Donc les raisons pour lesquelles le comité Nobel a choisi la Colombie sont les leurs, sont les siennes. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas oublier ça, qu'il y a effectivement dans le monde des gens sous les lumières ou moins qui travaillent donc à la défense des droits humains, qui travaillent à la paix. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut être attentif pour la protection de l'ensemble de ces personnes dans ces contextes-là. Et c'est ce que fait Amnesty, c'est ce que continuera à faire Amnesty, particulièrement en 2017. On lance une grande campagne justement pour protéger encore plus et mettre la lumière sur les positions et les situations des défenseurs des droits humains qui, on l'a vu dans le cadre, par exemple, de l'application de la peine de mort, des lois antiterroristes, sont de plus en plus la cible de faux systèmes judiciaires pour simplement museler et l'opposition et les voix dissonantes. Et ça, c'est une tendance très grave sur laquelle nous continuerons à travailler. On le voit en suivant les bulletins d'information et en lisant Le Monde. Les crises sont multiples. On parle même de guerre froide dangereuse entre les États-Unis et la Russie. À quoi servent les grandes ONG telles que les vôtres, Amnesty? Est-ce que c'est le magistère de la parole, une forme de bonne conscience? Est-ce que ce n'est pas suranné en tant qu'acteur? C'est absolument pas suranné. Je pense que les grandes ONG telles qu'Amnesty doivent servir à la fois documenter et dénoncer ce qui se fait, doivent lutter contre l'impunité à travers des informations précises et évidemment que l'on puisse croire, mais aussi justement rappeler les principes qui fondent ce monde, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur l'état de droit, sur le multilatéralisme, sur l'importance de l'ensemble de ces conventions de droits humains et de droit international humanitaire dans lesquelles nous sommes tous engagés. Et c'est apporter un peu d'apaisement aussi au débat, sortir de la polémique et de la démagogie et encore une fois ramener tout à la protection des personnes. C'est exactement ce à quoi on sert. Amnesty a sorti il y a 10 jours un rapport très inédit sur l'usage des armes chimiques au Darfour, ce qui est une nouveauté. Le Monde en a rendu compte notamment. Attendez, qu'est-ce qui est une nouveté? L'usage d'armes chimiques au Darfour. Au Soudan, dans le conflit soudanais. Est-ce que quel écho, quel effet cela a eu? Est-ce que on va avoir une nouvelle procédure à la CPI, sachant que le président Béchir est inculpé pour génocide depuis 10 ans et court toujours, mais est-ce qu'il y a eu un effet, un écho, ou est-ce que c'est tombé un peu dans... Non, c'est pas tombé dans le silence. Encore une fois, c'est aussi continuer à dénoncer les crimes, donc continuer à se battre contre l'impunité, effectivement avec toutes les limites que vous venez de souligner sur... Parce qu'on a l'impression qu'il y a des crises qui concentrent toute l'attention, puis d'autres qui sortent. Le Darfour, il y a 10 ans, c'était très populaire, très important. Puis aujourd'hui, vous pouvez dire qu'il y a des armes chimiques au Darfour, peut-être tout le monde s'en fiche.
Alors, tout le monde s'en fiche pas parce que l'Organisation internationale sur les armes chimiques s'est emparée du dossier. Donc ça, c'est quand même déjà énorme. La France a dit qu'elle allait aussi regarder cette situation. Donc ça, c'est déjà énorme. Et c'est aussi un des rôles importants d'une ONG comme la nôtre de mettre la lumière sur les crises oubliées. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec le Darfour, précisément pour sortir encore une fois de ce qui est juste sous les spotlights et des médias dans un monde où tout va vite, etc., pour ramener vraiment le focus et l'emphase sur la protection des personnes. Alors on est arrivé trop tard pour les gens qui ont été victimes des armes chimiques, clairement, mais c'est l'idée aussi que ça s'ajoute aussi, je veux dire, à la longue liste des crimes qui sont, voilà, pour lesquels le président soudanais a été inculpé. Et ça aussi met la pression sur les États, les Nations Unies et les États qui pourraient aussi, qui sont tous aussi membres de la CPI, de continuer la pression là-dessus. Je pense que c'est fondamental, la lutte contre l'impunité, et c'est à travers ça qu'on arrive à y... Anne Denis, est-ce que vous qui êtes en charge de la campagne pour l'abolition de la peine de mort, est-ce que vous quand même, vous voyez les fruits de votre travail sur d'autres continents, l'Asie, l'Amérique latine, le Proche-Orient, etc. Alors, clairement, il y a des avancées. Hein. Quand on a eu... Elles sont homogènes sur les continents Alors, on trouve des avancées pratiquement partout. Le coin du monde où c'est le plus compliqué, c'est sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Sur le continent américain, c'était la 7e année que les États-Unis étaient le seul pays à procéder à des exécutions. Seuls 2 pays ont condamné à mort, donc les États-Unis et Trinidad et Tobago, sur tout le continent. Donc c'est quand même... Alors en Asie, vous avez l'Indonésie qui a remis l'Indonésie a repris. Le Pakistan aussi. Le Pakistan a repris. Vous avez Fidji qui est devenu abolitionniste. Vous avez la Chine qui a diminué de 9 le nombre de crimes passibles de la peine de mort. Bon, vous me direz, ce sont des petits progrès. Mais c'est, je crois, la 2e ou 3e fois que la Chine diminue le nombre de crimes passibles de la peine de mort. Ils sont encore au nombre de 47. Mais néanmoins... Il y a 47 raisons pour lesquelles vous pouvez être condamné à mort en Chine. Bon. Donc, vous allez, c'est l'un des aspects de votre travail, vous le disiez tout à l'heure, vous allez dans les écoles, rencontrer donc les jeunes. Est-ce que vous voyez que dans les générations émergentes, il y a au fond une adhésion à l'abolition? Ou est-ce qu'il peut y avoir des choses passionnelles où on vous dit, si c'était ta sœur, ton frère ou que sais-je, qui avait été victime d'attentats, il faudrait tuer? Tous les militants d'Amnesty qui vont faire de l'éducation aux droits humains dans les collèges et les lycées ont connu des apostrophes comme mais moi, madame, ou moi, monsieur, je suis pour la peine de mort. Oui, ça, c'est assez commun. Parce que, surtout quand on va là-bas et qu'il y a un crime particulièrement odieux, une petite fille qui a été tuée, enfin, dans des circonstances épouvantables, c'est la première réaction. Hein. Mais en fait, on argumente avec eux, on leur explique, on les écoute. Ce qui est très important quand vous faites de l'éducation aux droits humains, c'est d'entendre les arguments de l'autre et de l'amener à réfléchir et de l'amener petit à petit à comprendre pourquoi sa position est erronée et pourquoi effectivement ce n'est pas la solution. Hein. Parce que, et là, le grand message au niveau de la peine de mort, c'est justice opposée à violence. Hein. Qu'est-ce que vous attendez l'une et l'autre de la journée de demain, 10 octobre, journée internationale pour l'abolition? Nous avons regardé sur l'agenda. Il y a un discours, par exemple en France, du ministre des Affaires étrangères, mais relativement peu de célébrations. Il ne se passe plus rien, c'est parce que la question est réglée? Non, il se passe des choses. Il se passe des choses en France. Hier, il y avait une manifestation interassociative à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris où des membres de la coalition mondiale ont fait une manifestation ensemble et on a eu... et dans les pays qui exécutent, il y aura par exemple... Mais partout là où il y a des militants abolitionnistes, oui, à Taïwan par exemple, il y aura des manifestations. Au Japon, il y aura des manifestations.
en Inde et dans d'autres pays. C'est aussi travailler sur la politique des petits pas. Alors c'est vrai qu'on est aujourd'hui à 140 pays qui sont abolitionnistes dans le droit ou en pratique. On en était à 16 quand la France est devenue abolitionniste. Donc c'est toute cette politique des petits pas et tous ces arguments qu'il faut réasséner à chaque fois de manière la plus transversale possible au niveau mondial. Et c'est exactement ce qu'on attend de la journée de demain. Merci Sylvie Brigot-Villain, directrice générale d'Amnesty International France, et Anne Denis, porte-parole à Amnesty de la Commission pour l'abolition de la peine de mort, d'avoir répondu à nos questions à la veille de cette journée internationale. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans tout juste une semaine avec RFI, TV5 Monde et le quotidien Le Monde pour un autre international.